Bienvenue dans Derrière les stars de cinéma, l'émission où les apparences s'effacent, où les visages célèbres tombent le masque et où les secrets les plus profonds refont surface. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'une révélation bouleversante, un aveu inattendu, un murmure longtemps retenu, jusqu'à aujourd'hui. À 76 ans, Daniel Lavoie, l'artiste discret à la voix envoûtante, l'icône de Notre-Dame de Paris, brise enfin le silence. Et ce qu'il a décidé de partager n'a rien d'anodin. Ce n'est ni un nouveau projet, ni un album inédit. Non. Ce qu'il dévoile, c'est le véritable amour de sa vie. Celui dont personne, ou presque, ne connaissait l'existence. Pendant des décennies, Daniel a chanté l'amour, le manque, la beauté et la douleur des sentiments. Mais derrière ces mots poétiques se cachait une histoire bien réelle. Une relation profonde, peut-être cachée, peut-être interdite. Une histoire restée dans l'ombre, soigneusement protégée des regards curieux et du tumulte médiatique. Pourquoi ce silence pendant tant d'années? Qui est cette personne qui a marqué sa vie au point de rester dans son cœur à jamais? Et pourquoi Daniel Lavoie choisit-il ce moment précis de sa vie pour enfin tout révéler? Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'a jamais été dit ailleurs. Il ne s'agit pas d'un scoop. C'est un fragment d'âme, une vérité intime que l'artiste a longtemps gardée pour lui et qu'il nous confie maintenant avec pudeur, émotion et une infinie tendresse. Installez-vous confortablement. Ce n'est pas une simple confession. C'est un voyage, une plongée dans les silences de l'amour, dans le cœur d'un homme qui a su aimer sans bruit, mais avec une intensité rare. Abonnez-vous à Derrière les stars de cinéma. Activez la cloche, car ici, chaque épisode vous révèle ce que les caméras n'ont jamais filmé. Il y a des silences qui durent une vie entière, des histoires qu'on garde au fond de soi comme un secret sacré, des noms qu'on prononce uniquement dans sa tête, avec la voix brisée du souvenir. Daniel Lavoie, lui, avait tout dit dans ses chansons. L'amour, la perte, la beauté fragile de l'instant, la peur de l'abandon. Il les avait chantées, criées parfois, mais jamais il n'avait raconté l'histoire, sa vraie histoire, celle qu'il n'avait confiée ni au micro, ni aux journaux, ni aux livres. Celle qui pourtant battait encore dans son cœur comme une vieille chanson qu'on n'a jamais enregistrée. Et aujourd'hui, à 76 ans, dans une maison tranquille au bord du fleuve, avec le vent qui fait trembler les vitres, il a enfin décidé de parler. Pas pour faire la une, pas pour choquer, mais parce que certaines vérités ne doivent pas mourir avec nous. Il ne prononce pas souvent son prénom. Quand il le fait, c'est à voix basse, comme s'il voulait le préserver du monde. Claire. Ils s'étaient rencontrés loin des studios, loin des lumières. Un jour d'automne, dans une librairie minuscule de Montréal. Elle feuilletait un recueil de poésie de Gaston Miron. Lui passait par là, par hasard. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Elle ne l'avait pas reconnu tout de suite. C'est ça qui lui avait plu. Elle n'avait pas posé de questions sur les tournées, ni sur Notre-Dame de Paris, ni sur Belle. Elle voulait juste savoir ce qu'il pensait de ce poème qu'elle tenait entre les mains. Et il lui avait répondu. Longuement. Trop longuement peut-être. Mais elle ne s'était pas enfuie. Au contraire, elle avait souri. Et il s'était senti vu. Non pas comme un artiste, mais comme un homme. Ils avaient vécu une histoire sans promesse, sans déclaration spectaculaire. Juste des rendez-vous volés au quotidien, des balades à la campagne, des nuits à parler musique, littérature, silence. Claire n'aimait pas les projecteurs. Elle lui disait souvent « Tu appartiens au monde. Moi, je veux juste t'appartenir un peu. Parfois. » Et il avait respecté cela. Il n'avait jamais parlé d'elle en public, pas même à ses proches. Elle était son territoire secret, son souffle dans les jours gris, son refuge quand le monde tournait trop vite. Pourquoi maintenant? Quand on lui demande pourquoi il parle maintenant, il répond simplement « Parce qu'il ne faut pas qu'elle disparaisse avec moi. Claire est morte il y a des années. » Il ne dit pas quand, il ne dit pas comment. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'a jamais aimé personne comme elle, et qu'aucune chanson n'a jamais réussi à la contenir. Il a essayé pourtant, dans des couplets tristes, dans des notes suspendues, dans des silences entre deux vers. Mais rien n'a suffi, alors il parle, à 76 ans. Non pas pour glorifier cette histoire,
mais pour lui donner un endroit où reposer. Il se souvient d'elle dans les petits détails. La façon dont elle posait sa tasse de thé, toujours à gauche de l'assiette. Sa manie de corriger les fautes de français dans les menus des restaurants. Le rire qu'elle retenait quand elle voulait paraître sérieuse. Il dit que ce sont ces détails-là qui font que l'amour survit à l'absence. Ce ne sont pas les grandes scènes, ni les mots d'adieu. Ce sont les souvenirs minuscules, les gestes ordinaires qu'on ne retrouve chez personne d'autre. Daniel ne regrette pas d'avoir aimé en secret. Il ne regrette pas non plus de ne pas avoir construit une vie classique avec elle. Ce n'était pas une femme pour l'ordinaire. Elle n'aurait pas supporté les murs. Elle avait besoin d'air, d'ombre, de liberté. Il savait que leur histoire avait une fin programmée. Et pourtant, il l'a vécue jusqu'au bout, sans retenue. Aimer, ce n'est pas forcément posséder. C'est accepter de perdre, tout en continuant à chérir. Il y a eu un moment, bien après la disparition de Claire, où Daniel Lavoie n'a plus pu chanter. Il montait sur scène, il s'éclairait d'un sourire professionnel, il jouait le jeu. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus de musique. La scène lui paraissait creuse. Les applaudissements, l'écho dans les salles pleines, tout sonnait faux. Comme si le public s'adressait à quelqu'un d'autre, à un double de lui-même, resté coincé dans une époque où Claire existait encore. Il se forçait à interpréter ses grands titres, il jouait les notes justes, prononçait les bons mots, mais le cœur n'y était plus. Le cœur était ailleurs. Dans un petit appartement aux rideaux bleus, là où Claire écrivait des listes de livres à lire, là où elle dormait recroquevillée, les genoux repliés, comme une enfant. Il y a eu d'autres femmes, bien sûr, des amitiés tendres, des passions furtives, des regards complices autour d'un piano ou lors d'un dîner improvisé. Mais aucune ne ressemblait à Claire. Il ne cherchait pas à les comparer. Il ne les plaçait pas sur le même piédestal. Mais il n'aimait plus pareil. Avant elle, il ne savait pas ce qu'était aimer avec lenteur, avec patience, avec abandon. Après elle, il savait trop bien ce que c'était. Et il savait aussi que ce genre d'amour ne revient pas. Il apprenait à vivre avec une place vide à côté de lui. Pas une absence douloureuse, plutôt une présence invisible. Quelque chose comme un parfum oublié dans une veste ou une voix qu'on entend encore dans sa tête après des années. Ce n'est que longtemps après sa disparition qu'il osa ouvrir les carnets qu'elle avait laissés. Elle écrivait beaucoup, mais ne montrait rien. Dans ces pages à l'encre brune, il retrouva un autre miroir de leur histoire. Ses doutes à elle, ses joies secrètes, les petits détails qu'il avait cru insignifiants mais qu'elle avait, elle, notés comme des trésors. Un jour, elle avait écrit « Daniel pense que je le laisse en paix. En réalité, je le regarde sans bruit. Il a besoin de silence pour respirer. Moi, je vis dans son souffle. » Cette phrase, il l'a relue 100 fois. Elle résumait tout. Son amour à elle, discret, mais total. Présent, mais jamais envahissant. Profond, mais pudique. Après cette lecture, quelque chose changea dans son art. Il ne chanta plus pour Claire, il chanta avec elle. Il disait « Elle n'est pas morte. Elle est dans chaque silence entre deux notes. » Alors, il recommença à écrire. Des chansons plus lentes, moins produites, plus nues. Il voulait qu'on entende la faille, la tendresse et la perte. Des spectateurs lui disaient après les concerts « Ce que vous chantez maintenant, on ne l'explique pas, on le ressent. » Et lui, il souriait, parce que c'était elle, à travers lui, qu'ils entendaient. Claire était partie sans dire adieu. Volontairement. Une lettre, brève, soignée, pliée avec une précision de bibliothécaire. Elle ne voulait pas qu'il assiste à sa dernière maladie. Elle disait « Tu m'as connue vivante. Je veux que tu gardes cette version de moi. » Pendant longtemps, il lui en voulut. De ne pas lui avoir laissé la chance de la tenir la main une dernière fois. De lui avoir volé cette douleur-là, cette épreuve partagée qu'il estimait méritée. Mais les années ont passé. Et il a compris. Elle avait fait un choix d'amour, le protéger même de la faim. Alors il lui a pardonné. Et dans ce pardon, il a retrouvé un peu de paix. Dans son studio, il garde une petite boîte. Personne ne sait ce qu'elle contient. Il l'ouvre rarement. À l'intérieur, une mèche de cheveux, une photo d'eux en noir et blanc, un petit mot griffonné sur un ticket de métro, une feuille d'arbre séchée. Des riens pour les autres, mais pour lui, l'équivalent d'une cathédrale de mémoire.
Quand il doute, quand il a peur, quand le monde lui semble trop artificiel, il ouvre cette boîte. Et tout redevient clair. Aujourd'hui, Daniel Lavoie vit plus lentement. Il ne cherche plus à courir après la gloire. Il continue de chanter. Mais surtout, il raconte. Il raconte ce qu'on ne dit pas. Les hésitations, les silences, les chemins qu'on n'a pas pris, les lettres qu'on n'a jamais envoyées. Et un jour, il le sait, son cœur s'arrêtera. Mais il ne sera pas seul. Claire sera là, elle l'attend peut-être. Ou peut-être qu'elle marche déjà juste devant lui, comme dans les ruelles de cette librairie, ce jour-là, où tout a commencé sans qu'il le sache. Il disait souvent que sa première langue, c'était le vent. Le vent du Manitoba, large et sec, qui passait entre les granges, bousculait les silos et effleurait la terre sans fin. Il avait grandi là-bas, dans une maison modeste, perdue entre deux champs de blé. Son père n'était pas bavard, mais ses mains racontaient tout. C'était un homme qui savait se taire, mais aussi réparer les choses, les tracteurs, les portes qui grincent, les colères d'enfants. Sa mère, elle, chantait. Pas sur scène. Pas pour être applaudie. Juste en cuisinant ou quand elle repassait les chemises. Elle chantait pour que la vie reste douce. C'est peut-être là que tout a commencé. Dans cette cuisine qui sentait la cannelle et les chansons murmurées à mi-voix, Daniel était l'aîné. Il portait la lourdeur tranquille de ceux qui doivent ouvrir la route. Ses frères et sœurs, il les aimait à sa manière, protecteurs, parfois distants, mais toujours là. Il y avait dans son regard d'enfant une solitude naturelle, pas triste, mais ancienne, comme s'il avait toujours eu 10 ans de plus dans l'âme. Des années plus tard, quand il était devenu adulte, un homme avec une voix et des rêves, il a rencontré Louise. Ce n'était pas le coup de foudre, c'était mieux, une évidence tranquille. Elle ne cherchait pas à le faire rire. Elle cherchait à le comprendre. Avec elle, il a construit une vie à l'écart du bruit. Pas de manoir ni de villas extravagantes. Une maison en bois, un potager, des livres partout. Et 3 enfants. Mathieu, Gabriel, Joseph. Chacun d'eux est arrivé comme une surprise. Il se souvient de la première fois qu'il a pris son fils aîné dans les bras. Il n'a pas pleuré. Il a juste ressenti un poids, une responsabilité, une fierté primitive qu'aucun prix ni spectacle ne pourrait égaler. Être père, pour lui, ce n'était pas une performance. C'était un engagement silencieux. Il était souvent absent à cause des tournées, mais quand il rentrait tout entier. Pas pour se faire pardonner, pour être là. Totalement là. Gabrielle, sa fille, était la plus mystérieuse. Elle posait peu de questions, mais elle écoutait tout. Un jour, il l'a trouvée assise dans le salon, les écouteurs dans les oreilles, les larmes aux yeux. Elle écoutait une vieille chanson à lui. Elle ne lui a rien dit, mais il a compris. À cet instant, il a su qu'elle l'avait saisi dans ce qu'il avait de plus nu. Joseph, le dernier, était le plus rebelle. Il ne voulait pas de la musique, pas de la scène. Il voulait des réponses claires, des limites. Ils se sont souvent confrontés. Mais au fond, Joseph était celui qui lui ressemblait le plus. Orgueilleux, sensible, inquiet sous l'apparence dure. Les années ont défilé. Les enfants sont partis. La maison s'est vidée doucement. Daniel a continué à chanter, mais il a compris que la scène ne remplacerait jamais le bruit d'un rire d'enfant qui dévale l'escalier, ni le regard d'une femme qui vous connaît par cœur. Il est devenu grand-père sans s'en rendre compte. D'un jour à l'autre, un bébé l'a regardé avec les mêmes yeux que ceux qu'il avait lui, à 5 ans, au Manitoba. Ce jour-là, il a pleuré. Pour la première fois depuis longtemps. Il s'est senti ancien, mais pas vieux. Riche, chargé de souvenirs, de transmissions, de silence à offrir. Dans son bureau, il y a des photos que personne ne voit. Pas celles des concerts, pas celles avec les célébrités. Non, celle où il tient la main de sa fille à la plage, où Joseph rit, une glace fondue sur la chemise, où Louise regarde un feu de cheminée, le front légèrement plissé. Il regarde parfois ces images sans nostalgie, juste pour se rappeler qu'il a vécu, qu'il a aimé, que derrière les mots, les albums, les rôles, il y avait cela. Une famille. Il y a des chansons qu'il n'a jamais enregistrées, des mélodies restées dans des carnets, des brouillons qu'il ne voulait pas exposer. Trop intimes. Trop vrai. Un jour, il a dit à Gabrielle, « Certaines chansons ne sont faites que pour une pièce silencieuse. » Et elle a répondu, « Alors chante-les pour moi, juste une fois. » Il l'a fait, une seule fois. Une chanson sur sa mère,
sur son père, sur les dimanches de rien, sur les enfants qui grandissent et partent sans jamais vraiment partir. Aujourd'hui, Daniel vit entre deux langues, deux pays, deux âges. Il ne court plus après les trophées. Il marche lentement, chaque pas comme un rappel que la vie ne se collectionne pas. Elle se vit. Sa famille, il ne l'exhibe pas. Il la garde comme un feu intérieur, une chaleur discrète, un socle. Et dans ses chansons, même quand il ne le dit pas, ils sont là. Dans une intonation, un silence, une note suspendue. Sa mère, son père, Louise, ses enfants, ses petits-enfants. Ils sont là dans tout ce qu'il n'a jamais eu besoin d'expliquer. Quand les projecteurs s'éteignent et que le rideau retombe, il reste toujours quelque chose que personne ne voit. Un homme, seul dans sa loge, en train de replier sa chemise. Une photo froissée dans une poche. Ou un texto d'une fille adulte qui écrit juste « T'es bien rentré ?» Daniel Lavoie, même après des décennies sur scène, n'a jamais cessé d'être ce père-là. Pas parfait, parfois trop silencieux, mais toujours là, à ça. Dans sa maison à la campagne, ce n'est pas le piano qu'on entend en premier. C'est le vieux plancher qui craque, le feu qui crépite dans le poêle, les rires de ses petits-enfants dans le jardin, et le cliquetis des tasses quand Louise prépare du thé pour tous. Chaque dimanche, ceux qui peuvent viennent. Gabrielle apporte du pain au levain qu'elle a fait elle-même. Joseph arrive souvent en retard, casque de moto sous le bras, mais avec un gâteau ou une bouteille. Et Mathieu, plus discret, est là avant tout le monde, à tourner autour de la cuisine comme s'il cherchait sa place. Daniel les observe. Il ne dit pas toujours grand-chose, mais il les regarde. Et parfois, il sourit sans qu'il le voie. Parce que ce qu'il entend dans ces moments-là, ce n'est pas du bruit. C'est la musique de sa vie. Il a un bureau qu'il garde fermé à clé. Pas parce qu'il veut cacher des secrets, mais parce qu'il veut préserver un espace de mémoire. À l'intérieur, des carnets, des partitions, des lettres jamais envoyées. Et au milieu de tout ça, une boîte en bois, faite par Gabrielle quand elle avait 9 ans. Dans cette boîte, des objets sans valeur pour le monde. Un caillou, un bouton, une carte postale d'Italie envoyée par Joseph pendant ses études, un bracelet en plastique fait par son premier petit-fils. Chaque objet est une histoire, un moment figé, un rappel que même si la vie avance, les traces restent. Un soir, dans un petit théâtre de province, Gabrielle est montée sur scène à ses côtés. C'était une chanson qu'ils avaient improvisée ensemble un jour de pluie, dans la cuisine. Elle ne chante pas pour vivre, elle chante pour lui, pour les souvenirs, pour ce lien qui n'a pas besoin de mots. Quand ils ont terminé, il l'a regardée, et dans ses yeux, il y avait quelque chose de rare, pas de la fierté, quelque chose de plus fort encore. La reconnaissance de l'amour transmis, être père adulte, c'est autre chose. Ce n'est plus éduquer, c'est soutenir, comprendre, et parfois, se faire oublier un peu pour laisser les autres exister pleinement. Daniel a appris à être ce père-là, celui qui écoute sans corriger, qui donne sans attendre, qui sait que ses enfants ont grandi, mais qui sera toujours l'épaule où s'asseoir quand tout devient flou. Avec Mathieu, les conversations tournent souvent autour du travail, du monde qui change trop vite. Avec Gabrielle, on parle d'art, de livres, de doutes. Avec Joseph, c'est plus compliqué. Mais chaque mot compte. Et parfois, un simple « merci d'être venu » suffit à tout réparer. Louise et lui ont vieilli doucement, sans fracas. Comme une chanson qui finit par un silence parfait, elle sait ce qu'il pense avant qu'il parle. Il sait quand elle veut du thé sans qu'elle le demande. Ils ne se disent plus souvent « je t'aime ». Ils font mieux que ça. Ils restent, ensemble, même dans les silences, même dans les douleurs qu'on ne nomme pas. Ce n'est pas une fondation, ni un musée, ni un disque d'or que Daniel veut laisser. Ce qu'il espère, au fond, c'est que ses enfants se rappellent qu'il a essayé d'aimer bien. Pas parfaitement, mais sincèrement. Il voudrait qu'ils transmettent cela à leurs enfants. La curiosité, le respect des silences, l'importance des gestes simples. Et peut-être qu'un jour, l'un d'eux ouvre un vieux carnet de lui et entende encore sa voix entre les lignes, il n'a plus peur du temps. Il sait qu'il a vécu plus qu'il ne vivra. Mais ça ne l'inquiète pas. Il lui reste encore des mots à dire, des chansons à murmurer, des repas à partager, des petits-enfants à prendre sur les genoux. Il ne cherche plus la grandeur, il cherche la justesse. Il ne veut pas impressionner, il veut toucher. Et peut-être qu'un jour, longtemps après lui, quelqu'un dira « Je n'ai jamais rencontré Daniel Lavoie ».
Mais à travers sa famille, je sens encore sa présence. Quand on parle de patrimoine, on imagine souvent des maisons, des comptes en banque, des bijoux ou des œuvres d'art accrochées au mur. Mais ce qu'a construit Daniel Lavoie au fil de sa vie ressemble à autre chose. C'est une richesse plus subtile, presque invisible, mais profondément ancrée dans ce qu'il a semé autour de lui. Dans un coin tranquille du Québec, il y a une vieille maison que Daniel a achetée il y a plusieurs décennies. Ce n'est pas une demeure luxueuse, mais elle a une âme. Le bois des murs a vieilli avec lui, et chaque pièce raconte une histoire. Le salon garde encore l'odeur de la cire de bois et des vieux vinyles. Les meubles portent les traces d'innombrables soirées en famille, entre rires, discussions et chansons. Il n'a jamais cherché à transformer cette maison en palais. Il voulait un refuge, un endroit où ses enfants et petits-enfants se sentent chez eux, où l'on peut revenir, même après des années d'absence. Il a fait lui-même des rénovations, avec patience, à la force des mains. C'est là qu'il a appris que le vrai luxe, c'est le temps passé avec ceux qu'on aime. Dans un coin du salon, un vieux piano est posé là, couvert de poussière, mais